Et si la dictature n'était plus un simple régime politique, mais un héritage familial, un poison transmis de génération en génération, prêt à dévorer non seulement un pays, mais un continent tout entier? Imaginez une nuit suffocante à Kampala, la capitale de l'Ouganda. C'est une nuit comme tant d'autres, mais pour l'épouse de Bobi Wine, celle qui incarne l'espoir de millions de jeunes, cette nuit va devenir un cauchemar vivant. Réveillée en sursaut par le vacarme métallique, elle se retrouve face à des dizaines de soldats, des hommes massifs, déterminés, qui fracassent la porte, saccagent leur foyer, volent chaque instant de paix et tentent d'étouffer la moindre voix dissidente. Leur objectif n'est pas seulement de voler ou d'intimider. Leur objectif est d'envoyer un message bien plus large. Dans ce pays, toute contestation sera écrasée, toute résistance sera brisée, et le pouvoir, lui, restera dans la même famille, quoi qu'il arrive. Ce n'est ni un fait divers, ni une tragédie isolée. C'est un signal d'alarme pour toute l'Afrique. L'oppression ne se contente plus de s'imposer par la force. Elle se transmet comme on lègue une maison, un terrain ou un vieux fauteuil de famille. Cette transmission se fait en silence, mais la violence, elle, coule dans les veines du pouvoir, comme un héritage sanglant. L'histoire de l'Ouganda n'est pas unique. De nombreux pays africains ont connu, connaissent ou risquent de connaître ce même glissement. La dictature qui se fait dynastie, la république qui se fait monarchie non déclarée. Cette nuit-là, pendant que la peur s'infiltre dans les murs du foyer de Bobi Wine, à quelques rues de là, Muhoozi Kainerugaba, le fils du président, affiche sa puissance. Il ne se cache plus. Il revendique le pays comme son bien propre, comme s'il lui revenait de naissance, héritant du pouvoir, de la brutalité et d'une impunité totale. Son attitude rappelle celle de nombreux héritiers dans l'histoire. Pensez à Bachar el-Assad en Syrie, à Faure Gnassingbé au Togo. Partout où le pouvoir devient affaire de famille, la démocratie recule, la répression avance. À Kampala, les générations de la répression se confondent. La violence se transmet, se perfectionne, s'enracine dans l'ADN du pouvoir. Ce qui s'est passé là n'est que le début. Lagos, Abidjan, Brazzaville, Libreville pourraient bien être les prochains sur la liste. Regardez par exemple ce qui s'est produit au Gabon, où Ali Bongo a succédé à son père Omar Bongo après plus de 40 ans de règne. Ou en Guinée équatoriale, où Teodoro Nguema Obiang Mangué prépare sa succession après 4 décennies de pouvoir absolu. Partout où le silence règne, où l'on accepte que la présidence se transmette comme un héritage, la dictature prospère. Accepter cela, c'est sacrifier la liberté, l'avenir et la dignité de millions de jeunes Africains. C'est troquer les droits humains contre la sécurité d'un clan. L'histoire nous enseigne que chaque fois qu'un peuple laisse la démocratie être confisquée par une famille, il paie le prix fort. Arrestations arbitraires, censure, exil des opposants, pauvreté endémique, et parfois même la guerre civile. Face à cette menace, pouvons-nous rester spectateurs? L'avenir démocratique du continent se joue maintenant, dans chaque village, chaque ville, chaque famille. Si nous laissons faire, nous risquons de perdre nos voix, nos espoirs, et pour certains, leur vie. Mais il ne s'agit pas seulement de l'Ouganda, c'est toute l'Afrique qui est concernée. Songeons à la République démocratique du Congo, où la famille Kabila a régné pendant plus de 2 décennies, ou encore au Tchad, où Mahamat Déby a pris la relève de son père Idriss Déby Itno après la mort de ce dernier en 2021. Mais qui sont vraiment ces héritiers du pouvoir, et comment parviennent-ils à perpétuer la machine répressive? Quels mécanismes permettent à une famille de s'accaparer un État tout entier, d'en faire sa propriété privée? Imaginez, il fait nuit noire. Soudain, une horde de soldats enfonce la porte de votre maison. Ce ne sont pas des voleurs ordinaires, mais des hommes en uniforme, sélectionnés pour leur loyauté au clan dirigeant. Que feriez-vous? C'est la nuit où la vie de l'épouse de Bobi Wine a basculé, en plein cœur de l'Ouganda. Cette nuit-là, elle n'était pas seule. Des employés, des gardiens, des enfants dormaient sous le même toit. Tous ont été brutalement réveillés. Rien n'était laissé au hasard. Ces soldats n'étaient pas des inconnus rassemblés à la hâte. Ils avaient été soigneusement sélectionnés.
Tous appartenaient à la même tribu, parlaient la même langue, portaient pour certains des uniformes spéciaux, ceux de la Special Forces Command, la garde prétorienne du régime, d'autres des habits civils, afin de brouiller les pistes. Leur stature impressionnante, leur discipline froide, tout transpirait la menace. Certains étaient sous l'emprise de l'alcool ou de drogue, comme en témoignent de nombreux rapports d'ONG. Ils ont envahi la maison avec une violence méthodique. À coups de marteau, ils ont brisé portes et fenêtres, arraché plafond, fouillé chaque recoin. Leur but était clair, terroriser, humilier, réduire au silence. Ils réclamaient des secrets, tentaient d'extorquer des codes de sécurité, faisaient main basse sur l'argent, les appareils électroniques, les documents sensibles. Aucun espace n'a été épargné, ni la sécurité, ni l'intimité de la famille. C'est une technique bien connue des régimes autoritaires, briser la sphère privée, faire comprendre que personne n'est à l'abri. Face à eux, la femme de Bobi Wine a tenu tête. En pyjama, réveillée par les hurlements, elle a refusé de livrer le code de son téléphone, même quand ils l'ont menacée, frappée, insultée. « Non, vous n'aurez rien », leur a-t-elle lancé. Un acte de résistance muette, inébranlable, au cœur du chaos. Ce type de courage rappelle celui d'autres femmes africaines comme Fatou Bensouda, procureure gambienne de la Cour pénale internationale, ou encore Marthe Vandou, militante camerounaise des droits des femmes. Dans la maison, c'était la panique. Les employés étaient brutalisés, interrogés sur leurs opinions politiques. Chacun était suspect, personne n'était à l'abri. La peur et la confusion étouffaient chaque pièce. C'est une stratégie classique. Semer la terreur, rendre la confiance impossible, isoler chaque individu. En quelques instants, l'existence de cette famille a volé en éclats. L'épouse de Bobi Wine, blessée et traumatisée, a dû être hospitalisée. Quant à Bobi Wine, il s'est vu contraint de fuir, de se cacher pour survivre. Cette scène rappelle tragiquement ce qu'ont vécu de nombreux opposants sur le continent. En Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo fut arrêté et humilié publiquement. Au Zimbabwe, Morgan Tsvangirai a été battu à mort en garde à vue. Le prix à payer pour l'opposition est toujours exorbitant. Ce n'était pas un simple cambriolage. C'était un message. Sous la dictature, la sécurité la plus élémentaire peut disparaître en un souffle. Nul n'est protégé. Opposants, familles, citoyens ordinaires, tous peuvent perdre leur maison, leur liberté, leur dignité ou leur vie. Ce mode opératoire rappelle les méthodes utilisées par les régimes de Mobutu au Zaïre, d'Hissène Habré au Tchad ou plus récemment de Paul Biya au Cameroun. Mais cette nuit d'horreur n'est qu'un symptôme. Qui orchestre cette terreur et dans quel but ? L'attaque contre la famille de Bobi Wine révèle une stratégie bien plus vaste, inscrite dans le temps. Pour comprendre, il faut remonter à l'origine de ce pouvoir, à ceux qui le détiennent vraiment, et aux moyens déployés pour qu'il ne leur échappe jamais. Et si le vrai danger, c'était de croire que le pouvoir reste à jamais entre les mains d'une même famille ? Cette question dérange, mais elle n'a jamais été aussi brûlante qu'en Ouganda, ni ailleurs sur le continent africain, où la tentation dynastique ressurgit partout. L'histoire récente l'illustre. Au Togo, la famille Gnassingbé règne depuis plus de 50 ans. En Guinée équatoriale, la famille Obiang est au pouvoir depuis plus de 40 ans. À chaque fois, la succession se prépare dans l'ombre, comme une évidence. Derrière l'attaque contre l'épouse de Bobi Wine, ce n'est pas un simple excès. C'est le symptôme d'un système taillé sur mesure pour durer, pour se transmettre de père en fils, comme un héritage qu'on ne remettrait jamais en cause. Dans ce schéma, la Constitution est modifiée à chaque menace, les lois électorales sont taillées sur mesure, les opposants sont pourchassés, les médias bâillonnés. Muhoozi Kainerugaba, le fils du président Museveni, ne cache plus ses ambitions. Général à la tête de l'armée, il multiplie les menaces publiques contre l'opposition. Chaque mot compte. Il détient le commandement militaire, rendant chaque menace dangereusement concrète. Dans l'histoire africaine, on se souvient d'autres héritiers militaires, comme Joseph Kabila, qui prit le pouvoir après l'assassinat de son père Laurent Désiré,
ou encore Gamal Moubarak, longtemps pressenti pour succéder à son père en Égypte. Dans une dictature familiale, la parole devient une arme. Critiquer, s'opposer, c'est devenir une cible. Ici, la peur n'est plus un accident, c'est la règle. La violence d'État s'installe, s'incruste et finit par paraître presque normale. Les familles au pouvoir cultivent la peur comme un outil de gouvernement, usant de la police politique, de l'armée, des milices parallèles. Ce même mécanisme fut observé dans la Roumanie des Ceausescu, en Corée du Nord, ou encore à Cuba. Mais le poison ne s'arrête pas aux frontières ougandaises. L'Organisation des Nations Unies, l'Union européenne, les États-Unis, tous s'inquiètent, dénoncent les violations des droits humains. Mais à l'intérieur, c'est l'omerta. Pas de condamnation officielle, pas d'enquête sérieuse. Ce silence, surtout au sommet, banalise l'injustice. Il transforme la violence en routine, la rend acceptable aux yeux de beaucoup. Cela n'est pas sans rappeler le silence international qui a accompagné le génocide rwandais en 1994, ou la guerre civile du Biafra. Le plus inquiétant, c'est que ce modèle inspire. D'autres dirigeants africains observent. L'idée d'un président qui choisit son fils comme successeur, sans élection, devient une tentation réelle. Comme si le pouvoir était un bien familial, transmissible à volonté. Ce n'est pas qu'un risque pour l'Ouganda, c'est un danger pour tout le continent. Lorsque la démocratie meurt dans un pays, ses voisins sont contaminés. Accepter ce silence, c'est accepter la perpétuation de la dictature, l'impunité, la spirale de la peur. C'est accepter que demain, chaque voix puisse être étouffée, chaque famille brisée, sans réaction, sans justice. L'histoire regorge d'exemples où le silence du plus grand nombre a permis aux pires atrocités de se produire. L'Allemagne nazie, le Cambodge des Khmers rouges, l'Afrique du Sud de l'apartheid. Mais l'histoire n'est pas encore écrite. Des voix se lèvent, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, décidées à briser le silence. Par exemple, des jeunes Ougandais exilés à Nairobi ont créé des radios clandestines pour informer la diaspora. Des ONG, telles qu'Amnesty International, publient régulièrement des rapports détaillés sur la répression. Les artistes, les écrivains, les musiciens, à l'image de Fela Kuti au Nigeria ou de Tikenja Fakoly en Côte d'Ivoire, dénoncent les dérives du pouvoir. Peut-on se résigner à voir l'Afrique gouvernée par des dynasties militaires, ou faut-il enfin briser cette chaîne? Cette interrogation, brûlante et vitale, déborde largement les frontières de l'Ouganda. Ce qui vient de s'y dérouler n'est qu'un épisode d'une histoire plus vaste, menaçant de se répéter dans d'autres pays si nous fermons les yeux. En RDC, au Burundi, au Tchad, la tentation du pouvoir héréditaire n'a jamais disparu. Le danger est clair, laisser le pouvoir circuler de père en fils, tel un bien privé, c'est ouvrir la porte à l'autoritarisme. Les voix qui dérangent sont muselées, la contestation matée avec brutalité. À terme, tout un pays s'expose à des sanctions internationales, à l'isolement économique et à une instabilité capable de contaminer toute la région. Rappelons-nous de la Côte d'Ivoire en 2010, où la crise post-électorale a provoqué des milliers de morts et des millions de déplacés. Mais un vent de révolte souffle. La jeunesse africaine, de plus en plus nombreuse, rejette l'idée que le pouvoir devienne une affaire de famille, camouflée sous des allures de république. Elle exige la justice, la transparence, le respect de la Constitution. Ce sont ces jeunes, bâtisseurs d'avenir, qui refusent de subir l'oppression comme une fatalité héréditaire. Regardez les mouvements Y en a marre au Sénégal, Balai citoyen au Burkina Faso, Filimbi en RDC. Tous ont montré que la jeunesse peut faire plier les dictatures. En Ouganda, la société civile refuse de plier. Des figures emblématiques de la résistance, telles que Bobi Wine et son épouse, incarnent la flamme de l'espoir. Malgré la peur, les menaces et la violence, ils continuent de porter la voix de ceux que l'on veut faire taire. Leur courage prouve que même les régimes les plus enracinés peuvent vaciller. C'est aussi le cas de Nelson Mandela, qui a tenu tête à l'apartheid sud-africain pendant 27 ans de prison. Ou de Wangari Maathai au Kenya,
qui a résisté à la répression pour défendre l'environnement et la démocratie. Un choix décisif s'impose. Faut-il accepter la répétition de l'oppression, ou relever le défi d'une véritable démocratie, où le pouvoir appartient réellement au peuple et non à une lignée? Ce n'est pas une abstraction. Il s'agit du droit de chaque citoyen à la paix, à la parole, à l'espérance. Ce droit a été conquis de haute lutte lors des révolutions arabes, lors de la chute du mur de Berlin, lors du printemps africain de 2014 au Burkina Faso. La communauté internationale ne peut plus détourner le regard. Elle doit soutenir la société civile, dénoncer les abus et imposer des conséquences réelles au régime qui piétine les libertés. Mais la responsabilité première incombe à chaque Africain, jeune ou ancien, urbain ou rural. Garder le silence, c'est condamner l'avenir de générations entières à la peur et à la soumission. L'exemple du Soudan du Sud, où des années de silence ont permis l'installation d'une dictature meurtrière, doit servir d'avertissement. Nous sommes à l'heure du choix. Ce qui se joue aujourd'hui en Ouganda pourrait demain concerner tout le continent. Ne pas réagir, c'est risquer de sacrifier la liberté, la dignité et les rêves de millions d'êtres humains. Rappelons-nous que chaque grand changement commence par une prise de conscience, suivie d'une mobilisation collective. Mais comment un simple héritage familial peut-il transformer la politique d'un pays en piège pour ses citoyens? Pour comprendre, il faut remonter à la source de cette dérive. Cela commence souvent par la propagande. On présente l'héritier comme le seul garant de la stabilité, le seul protecteur de la nation. Ensuite viennent les manipulations constitutionnelles, les élections truquées, la mainmise sur les médias, et enfin, la répression ouverte. C'est ainsi que l'on passe d'une démocratie imparfaite à une dictature héréditaire. La véritable force ne réside pas dans la violence, mais dans le courage de dire non, même lorsque l'on est seul face à l'injustice. C'est ce qu'ont montré les martyrs de la place Tahrir au Caire, les étudiants de Soweto en Afrique du Sud, les manifestants de la Révolution des œillets au Portugal. Regardez Bobi Wine et son épouse. Tous deux ont choisi de tenir tête, même menacés, même isolés, face à la brutalité d'un régime prêt à tout pour étouffer la contestation. Leur obstination et leur dignité rallument l'espoir chez des millions d'autres. Ce n'est pas un geste futile. Dans l'histoire, ce sont souvent les actes individuels de courage qui déclenchent les grandes révolutions. Pourtant, leur bravoure ne doit pas rester un exemple isolé. Il nous appartient de dénoncer les violences, de donner un nom et une voix aux victimes, au lieu de détourner le regard. Parler haut, soutenir publiquement les persécutés, c'est le premier pas pour fissurer la peur que la dictature cherche à imposer. Chacun peut agir à son échelle. Écrire une lettre, signer une pétition, partager une vidéo, organiser une collecte de fonds pour les familles de prisonniers politiques. Ce qui se passe en Ouganda n'est pas une exception. De Dakar à Kinshasa, de Bamako à Libreville, la tentation de transmettre le pouvoir de père en fils s'étend. Chaque citoyen africain, chaque voix libre, porte la responsabilité de refuser la résignation. Se taire, c'est accepter que l'histoire se répète. S'indigner, c'est déjà résister. L'exemple du Burkina Faso en 2014, où la mobilisation populaire a fait tomber Blaise Compaoré après 27 ans de règne, prouve que le changement est possible. La solidarité africaine n'est pas un slogan, c'est une nécessité vitale. Ensemble, nous pouvons refuser que le pouvoir devienne une affaire de famille, transmis comme un héritage privé. La démocratie n'est pas un privilège pour quelques dynasties. C'est un droit fondamental pour chaque peuple, pour chaque enfant à venir. Le Nigeria, plus grande démocratie d'Afrique, a connu des transitions pacifiques après des dictatures militaires, grâce à la mobilisation populaire et à la vigilance des médias. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, la mobilisation citoyenne, la pression internationale sont des armes plus puissantes que tous les chars. Partager un témoignage, relayer une vidéo, organiser une campagne, interpeller une institution, chaque geste compte. Même un simple message peut briser l'isolement et porter la voix des sans-voix. Regardez l'impact du mouvement #EndSARS au Nigeria,
qui a obligé le gouvernement à abolir une unité policière corrompue sous la pression des jeunes mobilisés en ligne. Le silence et l'indifférence sont les alliés les plus sûrs de la dictature. Ne rien faire, c'est laisser s'installer une oppression qui vole la liberté, la dignité et l'avenir de millions de personnes. Agir, c'est défendre la possibilité d'une Afrique libre et digne. L'histoire de l'Europe de l'Est, libérée du joug soviétique grâce à la solidarité entre peuples, est un modèle inspirant. Face à l'injustice, il faut choisir son camp, sans attendre davantage. Il est temps, pour chaque citoyen, chaque étudiant, chaque travailleur, chaque parent, de se demander « Que puis-je faire, là où je suis, pour défendre la justice ?» Les réponses sont multiples, mais l'essentiel est de commencer. Mais comment transformer cette indignation en action concrète? L'histoire montre que même les dictatures les plus brutales peuvent vaciller face à la force collective. Pensons à la chute de la dictature de Ben Ali en Tunisie, déclenchée par l'immolation d'un jeune vendeur ambulant, Mohamed Bouazizi. Ou à la résistance pacifique des femmes libériennes menée par Leima Gbowee qui a abouti à la fin de la guerre civile. Des scénarios d'action existent. Créer des groupes de discussion, organiser des veillées citoyennes, soutenir les médias indépendants, participer à des campagnes de sensibilisation, interpeller les élus, collaborer avec des ONG internationales. Chacun de ces gestes, même modestes, est une pierre posée pour l'édification d'une société plus juste. L'avenir de l'Afrique ne s'achète pas, ne se reçoit pas comme un héritage. Il se construit, à la force du courage collectif. Le chemin est long, semé d'embûches, mais chaque pas compte. La mémoire des luttes passées doit servir de boussole. La liberté n'est jamais donnée, elle se conquiert chaque jour. Ce qui s'est joué en Ouganda dépasse de loin une simple crise locale. C'est un signal d'alarme pour tout un continent. Quand le pouvoir se transmet de père en fils, comme un bien familial, la démocratie étouffe lentement. Accepter ce modèle, c'est accepter que l'injustice devienne la norme, que l'avenir soit confisqué par quelques familles. Face à cette dynastie émergente, le silence équivaut à un abandon. Mais chaque geste de résistance, même discret, prépare un avenir plus juste. L'indignation ne suffit plus. Il faut agir. Défendre la vérité, protéger les voix courageuses, refuser que quelques-uns volent l'avenir de millions de personnes. Comme l'ont fait les peuples d'Europe de l'Est avec la chute du rideau de fer, ou les Sud-Africains avec l'abolition de l'apartheid. Il ne s'agit pas seulement de l'Ouganda, ni d'un seul clan. C'est toute l'Afrique qui risque de voir sa liberté et sa dignité confisquées par le poison lent de la dictature héréditaire. L'histoire démontre que le renoncement citoyen ouvre la voie à la peur, à la violence, et fait taire toute opposition. Mais la même histoire montre que la mobilisation collective, la solidarité, la détermination peuvent briser les chaînes les plus solides. Mais l'histoire regorge aussi d'exemples où le courage de quelques citoyens a tout changé. Refuser l'héritage de la dictature, c'est refuser de perdre sa voix, son temps et parfois sa vie. C'est ensemble choisir la justice et la responsabilité pour tous. C'est ouvrir la voie à une Afrique où chaque enfant pourra grandir sans craindre la nuit. L'avenir est entre nos mains. Vigilance, engagement, solidarité. Voilà nos seules armes pour empêcher qu'une dynastie familiale ne confisque notre destin. Chacun est responsable, chacun est concerné. L'heure n'est plus à l'attente, mais à l'action. L'Afrique mérite mieux qu'un héritage de peur. Elle mérite la liberté, la justice.